Plus de 13 siècles après sa mort, Saint-Feuillin reste très populaire dans l'entre-Sambre et Meuse, et plus particulièrement à Fosse-la-Ville. Il faut bien le reconnaître, rien ne prédestinait ce moine nomade à une telle reconnaissance. Tous les 7 ans, respectant ainsi le serment des arquebusiers, les Fossois se mobilisent pour la célèbre marche militaire qui porte son nom. Les années septennales à Fosse-la-Ville ne ressemblent à aucune autre. Les autorités religieuses mettent tout en œuvre pour que cette manifestation, cette procession, soit la plus digne possible. Et les Fossois n'attendent plus que ça. Nous avons planté nos caméras au milieu d'une forêt de journalistes, en mal de sensationnel. C'est cette histoire extraordinaire que nous vous proposons aujourd'hui au travers de ce reportage. Fosse-la-Ville était rattachée à Liège. Oui, effectivement, à partir de 890, aux environs de 900 en tout cas, Fosse a été rattaché à l'évêché de Liège d'abord et à la principauté de Liège avec Nogé un peu plus tard. Et on a même eu le titre de bonne ville. Fosse a été une des 22 bonnes villes de la principauté. Nous étions donc principautaires jusqu'à la Révolution française. C'est en suivant Jean Romain, chercheur, historien, passionné et passionnant, que j'ai appris à découvrir la ferveur de la population locale pour ses traditions folkloriques. Ces 1001 secrets, je vous les livre aujourd'hui, au travers de ce reportage qui vous feront vivre ou revivre ces instants magiques. Mais sachez que si vous voulez vibrer et partager avec eux ces moments inoubliables, je vous invite très vivement à leur emboîter le pas. Le septennat pour certaines processions est assez courant. Il a lieu, je crois, à Saint-Tron, à Oui également. Les processions religieuses là-bas n'ont lieu également que tous les 7 ans. Ici à Fosse, on a trouvé en 1635 la mention Propter Septennium. Donc on a fait la procession en fonction du vœu. Mais on remarque quand même qu'à partir de 1571, donc la première grande procession qui a suivi la fondation du serment d'Arquebusiers, la procession suivante a eu lieu en 1578 et puis en 1585, de sorte qu'on avait déjà une sorte de septennat à l'époque. Mais on considère 1635 étant la première mention connue comme le début du septennat, qui n'a pas toujours été respecté parce que de toute façon, à certains moments, il y avait des troubles, on ne pouvait donc pas faire la procession, on la reportait à l'année suivante ou parfois 2 ans après. Parfois, au contraire, comme Saint-Feuillin était invoqué notamment par les cultivateurs pour avoir du beau temps pour les moissons, il s'adressait donc au magistrat, qui était le conseil communal de l'époque, qui transmettait la demande aux chanoines qui envisageaient la possibilité d'organiser la procession, puisque c'était les chanoines qui étaient propriétaires et responsables des reliques de Saint-Feuillin contenues dans 2 chasses. Alors, tout ça a fait effectivement que le septennat, au cours du XVIIe siècle particulièrement, a été passablement bouleversé. Et ce n'est qu'à partir de 1837 on s'est tenu strictement au septennat. 7 étant un chiffre magique qui n'est pas pris au hasard. Non, bien sûr, 7, un chiffre magique depuis l'Antiquité. Il est formé donc du 3 qui est le chiffre divin et du 4 qui est le chiffre de l'homme et de la terre avec les 4 points cardinaux et l'adjonction des 2 donne donc le chiffre 7 qui est par essence un chiffre sacré. D'ailleurs, les reliques de Saint-Feuillin, ce n'est pas par hasard non plus, ont été retrouvées 77 jours après sa mort. Chaque compagnie est composée d'officiers supérieurs, d'officiers, de sous-officiers, des batteries, une musique, et puis alors il y a les soldats, il y a tous les marcheurs. Et alors, à la tête, évidemment, dans pratiquement toutes les compagnies, il y a les marcheurs, les officiers à cheval.
qui sont considérés comme, disons, les officiers supérieurs. Voilà à peu près la hiérarchie. C'est un peu la copie de ce qui se passait à l'époque napoléonienne, je dirais. Et autres. Et autres. C'est pareil, ce cassage du verre, c'est symbolique. Chaque nouvel officier va à l'Assemblée générale de l'arme à laquelle il se rallie et il casse le verre. C'est une tradition tout à fait bonhomme, je vais dire. Depuis 2 siècles environ, le tour est à peu près immuable, qui n'a pas une procession dans les rues de Fos, mais qui passe à travers les bois et les campagnes. Donc c'est un petit peu le principe de la circumambulation, comme on dit, c'est-à-dire englober la localité, la communauté locale dans un cercle magique de protection par la promenade des reliques du saint tout autour donc, de la localité. Il comportait au départ 5 haltes qu'on appelle bataillons carrés. La première, c'est donc à la sortie de Fos, en allant vers Namur, on quitte la grande route, on se dirige dans les campagnes et dans la campagne du Poche, on fait là-bas le premier bataillon carré où, en l'honneur du Saint-Sacrement et des reliques de Saint-Eulien, qui sont arrivés avec le cortège religieux, toutes les compagnies tirent une salve, forment d'abord un carré, au milieu centre duquel se trouve la procession religieuse, et les compagnies tirent une salve. Puis on en faisait une deuxième à la route de Bambois, mais qui a été supprimée parce que le terrain était occupé pour un lotissement. On en fait une troisième juste avant midi dans la campagne du Chêne. Là, on fait encore toujours le bataillon carré, il a été maintenu, et donc selon le même principe. Puis les compagnies redescendent en force pour le bivouac et pour se restaurer. On repart vers 13h30 par la route de Tamine. On passe à côté de la ferme de Doumont. On passe alors dans les campagnes de cette ferme de Doumont. Puis on entre dans le bois Saint-Feuillin. Et là, avec une particularité, c'est que pour le plaisir de faire résonner les armes, tous les soldats tiraillent dans tous les sens. Et en même temps, c'est une très vieille tradition également, pour débusquer le lièvre de Saint-Feuillin. C'est une vieille légende qui dit qu'effectivement, à certains moments, on voit un lièvre s'encourir au milieu des compagnies débusquées, donc par tous les tiraillements de tous ces soldats dans les bois. Ceux qui sont chasseurs savent effectivement que dans les haillers comme ça, les coups de feu résonnent très fort. Alors vous imaginez, quand il y a 100 fusils qui éclatent en une pétarade incessante, ça fait évidemment beaucoup de boucans. Et puis, à la sortie de ce bois Saint-Feuillin, on monte effectivement vers la campagne de la Folie, et c'est souvent là qu'on voit effectivement le lièvre de Saint-Feuillin. Le chanoine Florenville, en 1813, dit on a vu 2 lièvres. Il indique dans son registre, on a vu 2 lièvres. Ce qui veut dire que la tradition, la légende du lièvre de Saint-Feuillin existait déjà à son époque, et donc, comme c'était avant la Révolution française, on sortait de la Révolution française, c'est certainement bien avant qu'était ancrée cette coutume de lièvre de Saint-Feuillin. Le doyen Crépin prétend d'ailleurs qu'il a vu un lièvre sculpté dans les salles de 1524, qui sont dans la collégiale. Personnellement, j'ai cherché, je n'ai jamais trouvé le lièvre, il est peut-être parti. Mais toujours est-il que, personnellement, je suis tout de même à ma 11e septennale, l'année dernière. Par 3 fois, en tout cas, je peux certifier que j'ai vu un lièvre ou un lapin traverser pratiquement le carré des troupes comme ça, malgré les tambours, malgré les pétarades de fusils. C'est assez particulier. Alors, on traverse cette ferme de la Folie, qui est une ferme en carré traditionnelle. Le terme de la Folie, on ne sait pas très bien. Il y a 2 étymologies possibles. C'est comme dans la région des Cossines, il y a, je crois aussi, le château de la Folie, mais avec 2 L, parce qu'il rappelle la feuillée, donc un bois feuillu à proximité, ce qui existe effectivement là-bas. Ou alors la Folie, parce que
on considérait que construire une ferme sur une hauteur où il n'y avait pas d'eau était une folie. Effectivement, la ferme d'Affolie n'a été raccordée à la distribution d'eau qu'il y a une vingtaine d'années seulement. Jusqu'alors, ils devaient se contenter d'un puits, mais qui était assez profond et assez important pour alimenter un cheptel tout de même assez important de 100-120 bêtes. Et donc, ce qui est curieux, c'est qu'on traverse cette ferme de la Folie, on rentre par l'arrière et on sort par le portail de devant. Et les reliques de Saint-Félien, qui sont donc avec les premières compagnies, s'installent alors, on les installe dans la cour. Le fermier, avec toute sa famille et ses invités, sont assis sur des bancs et sur des chaises autour des reliquaires. Et toutes les compagnies, il y en a une bonne vingtaine, 25, 26 habituellement, défilent dans la cour de la ferme d'Affolie en présentant les armes, bien sûr, devant les reliques. Pendant ce temps-là, les porteurs, qui sont traditionnellement des fermiers, ou des fils de fermiers, ou d'anciens fermiers, ou des gens qui ont des acquaintances avec l'agriculture, qui revendiquent le droit de porter les reliques de Saint-Félien, puisqu'il est invoqué au départ par les cultivateurs pour avoir du beau temps. Ils entrent dans la ferme où la fermière leur sert alors du café, de la tarte, etc., pour se restaurer avant la fin de la procession. Mais alors pour les compagnies, il y a là-bas dans les terres de la Folie un bivouac important, donc on amène du ravitaillement, on se restaure un petit peu avant la grande rentrée solennelle. Et avant cela, il y a une particularité aussi, c'est que comme la ferme de la Folie a une prairie immense, 2 terres d'ailleurs, qui descendent en pente douce vers la route de Namur, toutes les compagnies se mettent alors en rang de 100-120 hommes, parfois 200, et par vagues successives, on descend au pas de charge. Les tambours donc, jouent la charge, qui est une sonnerie particulière, et tous les rangs donc, descendent comme ça par vagues, en tiraillant également, pour simuler une sorte de combat, enfin une attaque enfin, d'un ennemi. Dans le fond de cette terre-là, on se regroupe alors, on reforme les pelotons et on fait la rentrée solennelle dans le centre. L'état-major est comité organisateur de la Saint-Feuillin. Donc il faut bien évidemment une poignée de gens qui sont impliqués de manière tout à fait active pendant la période qui précède la Saint-Feuillin, pendant un an et demi. C'est extrêmement prenant et toutes les compagnies y sont représentées. Le seul galon que l'on puisse revendiquer, il est personnel et individuel, en ce sens qu'au fil des années, on acquiert quand même une certaine routine en matière de préparation de la Saint-Feuillin, en matière de relations. On connaît de plus en plus de gens et c'est important, c'est très important parce que c'est terre à terre, mais sur le plan matériel, si l'on n'obtient pas justement cette aide qui est largement sollicitée, c'est très difficile d'organiser la Saint-Feuillin. Donc moi je dis, si l'on prend à bras le corps l'étude des dossiers, enfin la recherche des aides financières auprès des différents organismes accrédités, il faut s'y prendre 1 an et demi à l'avance. Mais il faut le faire, parce que sinon, à un moment donné, on se retrouve alors à la veille de la Saint-Feuillin. On a peut-être eu des oui, on a peut-être eu l'un ou l'autre non, mais en général, nous avons quand même toujours été largement suivis par les pouvoirs subsidiants. Il y en avait quand même une vingtaine qui devaient approcher. Je dirais que même après la Saint-Feuillin, ces dotations ont encore été payées aux responsables de l'état-major. Cette année-ci, le doyen de Fosse a demandé à réincorporer un peu plus précisément l'aspect religieux dans la marche militaire. Et c'est effectivement une chance parce que il faut bien se rendre compte que toute marche d'Entre-Sambre-et-Meuse n'est pas un carnaval, ce n'est pas un défilé militaire, c'est une escorte militaire d'une procession locale, en l'honneur du saint patron de la paroisse. D'abord, c'était un travail d'équipe, puisque un an avant la Saint-Feuillin, j'ai réuni une série de gens mordus par la Saint-Feuillin, mais aussi des paroissiens et des gens soucieux de l'histoire. Qu'est-ce que Saint-Feuillin peut bien dire à des gens en ce siècle-ci, au XXIe siècle ?
Alors on est allé aux sources, évidemment, on a recherché un peu l'histoire de Saint-Feuillin. Il y a quand même pas mal de documents qui sont sortis ces derniers temps. En étudiant qui était ce Feuillin, bien, on a découvert des valeurs vraiment importantes pour nous aujourd'hui. C'est donc un moine irlandais, né probablement au tout début du 7e siècle. Vivant à la dure en Irlande, sur cette île d'Ichiquin, ayant connu l'ascèse, la pénitence, et la règle de Saint Colomban, etc., leur mission aussi était d'être des missionnaires. Il est arrivé ici à Fos, en tout cas en 651, après avoir pérégriné un peu et fondé une abbaye, notamment sur la côte est de l'Angleterre, un peu au nord de Londres, à Knobberasburg. Puis il est passé sur le continent, où il est allé sur la tombe de son frère Furcy, son frère aîné, qui était enterré à Péronne. Et de là, il est arrivé à Nivelles, après une petite brouille apparemment avec le maire du palais, Erchinoald, là-bas, puisqu'on était en Neustrie à ce moment-là. Que Feuillin n'a pas été un saint tranquille, ça n'a pas été quelqu'un qui a eu la vie facile. Il a rencontré plein d'obstacles. Toute sa vie a tout le temps été obstacle à tout point de vue. Et il a donc été réexpédié. Le texte latin dit même expulsi sunt. Donc ils ont été expulsés par Erchinoald. Ils sont donc venus à Nivelles, où ils ont été là très largement, très cordialement accueillis par Sainte Gertrude et sa mère Hitte, qui était la veuve de Pépin de Landenne, à Nivelles. Feuillin était un passionné d'évangile. Il est venu d'Angleterre tout simplement avec une besace dans laquelle il y avait quelques reliques, mais en tout cas il y avait l'évangile et quelques vases sacrés pour le culte. Ils ont séjourné un moment à Nivelles. Feuillin y a laissé une partie de sa petite communauté de moines irlandais. Et Hitte et Gertrude lui ont donné le domaine de Bebrona, qui est la vallée de la Bième actuellement. Bebrona étant un mot celtique formé de Beber, qui signifie castor, et Ona, qui signifie l'eau. Donc c'est la rivière des castors, qui s'étend depuis les temps de Bambois actuel, qui n'existait pas encore, mais qui était la source de la rivière actuelle, qui est devenue, par le mot se déformé pour donner la Bième actuellement, le ruisseau de Fos, et qui se jette dans la Sambre à Nivelles. Alors, un domaine qui représentait quand même 5000 hectares, donc il avait de quoi se promener et évangéliser un peu déjà la région. Autre caractéristique de Feuillin, c'est que c'était un pauvre. Et que c'est par sa pauvreté et par son ascèse que véritablement il a changé quelque chose. C'est une valeur pour nous aujourd'hui que c'est un homme pauvre qui a transformé la société qui était pervertie par l'argent de ce temps-là. Mais Feuillin était un missionnaire, il avait la vocation missionnaire, il ne savait pas rester en place. Puis c'était aussi un marcheur, parce que je crois que c'est vrai que la foi n'entre pas seulement par la tête, mais entre aussi par les jambes. Feuillin était un marcheur de Dieu. Et quand on voit son itinéraire, il en a fait des kilomètres à l'époque, et toujours tout à pied, évidemment. Et c'est ainsi que un jour de 655, ayant quitté Nivelles, on ne sait pas très bien, certains disent qu'il revenait vers Fos, ce qui est peu probable, puisqu'il a été dévoyé vers Senef, et là, là où se trouve maintenant la ville du Reux, il a été massacré par des bandits, avec 3 compagnons. Son corps a été ramené à Nivelles, mais on n'a retrouvé que 77 jours après, 77 étant bien sûr un chiffre sacré, et ramené à Nivelles d'abord, mais il avait émis le souhait d'être enterré à Fos, alors on a ramené son corps à Fos, qui a été directement l'objet d'une grande vénération. Il y a eu des pèlerins qui sont venus implorer sa protection, apparemment des miracles, mais on n'en cite pas énormément. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en 1086, l'évêque Henri de Verdun, l'évêque de Liège, est venu ici à Fos sortir les reliques de la tombe où il se trouvait, les élever sur l'autel, ce qui équivalait encore à l'époque à la canonisation, qui a été réservé par après au pape 2 siècles plus tard. Mais
À ce moment-là, donc, le culte populaire en honneur de Saint-Feuillien était reconnu au moins dans la principauté, dans l'évêché de Liège, puisque c'était le pouvoir des évêques de reconnaître un culte pour un saint particulier dans les limites de leur diocèse. Comment se fait-il que 1300 ans après, ce culte de Feuillin est encore aussi vivant? C'est quand même quelque chose de mystérieux. Il y a eu tant d'autres saints dont on ne parle plus, et d'ailleurs même en Irlande, le culte de Feuillin est très peu connu, très peu, ils connaissent beaucoup plus Furcy. Comment se fait-il qu'à Foss, il y a cette ferveur qui reste? Mais ce culte s'est répandu largement à l'extérieur, puisqu'on retrouve des églises de Saint-Folien en Brabant wallon, notamment à Hénin, à Offus, à Grand-Lay, à Longchamp plutôt, à Leuze-Longchamp, et également dans le sud de la province d'Amur, à Omzey. Il y a aussi une église Saint-Folien à Liège et une église Saint-Folien à Aix-la-Chapelle. Donc son culte a été très largement répandu. Alors, je crois que c'est un défi pour aujourd'hui et pour demain. Et je pense que Feuillin reste d'une extrême actualité encore pour aujourd'hui. On peut dire que c'est vraiment un saint moderne, tout en étant très âgé, quoi. Ça, c'est sur le plan historique d'ailleurs, c'est évidemment une manifestation qui est largement plébiscitée, qui est reconnue, qui est perpétuée, parce qu'il y a là un sentiment moral même, n'est-ce pas? Il y a le côté religieux de la chose, il y a le côté militaire de la chose, le côté folklorique, je veux dire. Militaire, ça peut beaucoup dire, ce sont de faux militaires, bien sûr, mais il y a le côté folklorique qui est d'aspect militaire, et puis il y a le côté liturgique, qui est toute l'histoire de Saint-Feuillin, puisque c'est Saint-Feuillin qui est à la base de tout cela, qui est à la base véritablement de la structure. Je dois dire que là, évidemment, tout ça renaît dès qu'on approche l'année, je ne vais pas dire fatidique, mais l'année bienheureuse de la Saint-Feuillin. Plus on s'en approche, évidemment, plus on sent un mouvement intérieur qui anime tous les Fossois et tous les gens qui participent. Pour la procession de 2005, plutôt, on a constitué d'abord tout un comité paroissial qui a étudié les possibilités mais de réincorporer l'aspect religieux dans l'organisation générale de la Saint-Feuillin pour rendre donc cet aspect spirituel plus présent. Et donc, on avait cette année-ci non seulement les deux châsses, enfin le buste et la châsse contenant les reliques de Saint-Feuillin, mais également le buste de Saint-Berthoin de Malonne, la châsse de Saint-Roland de Gerpine, et des représentants de Liège, de Saint-Folien de Liège, la châsse de Saint-Folien d'Ureux, puisque à Heureux également, là où est mort Saint-Feuillin, il y a une confrérie Saint-Feuillin, et avec une châsse spéciale également. Donc on avait tout un cortège religieux extrêmement important. Le curé d'Aix-la-Chapelle d'ailleurs était là, des prêtres d'Aix-en-Provence. Et bien à Saint-Tropez a lieu également le même folklore que par ici en Notre-Sambre-et-Meuse. Ce sont là-bas les bravades. Ils appellent ça les bravades de Saint-Tropez. Ce qui me fait penser, avec pratiquement une certitude, qu'à une certaine époque, donc à peu près à la fin du Moyen-Âge ou de la Renaissance, donc au moment de la création des milices communales, des milices rurales, c'est un phénomène qui a dû se produire à peu près partout. Et on retrouve encore des marches de ce genre-là en Suisse et en Autriche, par exemple. Mais c'est peut-être un peu plus accidentel. Ce sont là-bas plus probablement des vestiges du passage de l'armée de Napoléon.
y a combien de compagnies ici à Fosse-la-Ville? À Fosse, il y a 8 compagnies pour Fosse Centre. Il y en a 16 maintenant pour l'entité, puisque depuis 1977, on est en fusion de communes. On a donc réuni 5 villages autour de l'ancienne commune de Fosse. Et chacun de ces villages, même des hameaux, avait une compagnie propre. Il y a une particularité aussi, c'est que l'organisateur de la marche ici est l'état-major, qui est composé de tous les officiers des 8 compagnies de Fosse. Alors, cet état-major est donc chargé d'organiser toute la Saint-Feuillin. La Saint-Feuillin se déroule sur 3 dimanches et plusieurs jours. Il y a d'ailleurs aussi, un peu comme les Soumons à Binge, il y a auparavant 3 journées de répétition au mois de mai, au mois de juillet et au mois d'août. À un moment donné, lors des préliminaires de la Saint-Feuillin, on est toujours confronté avec un certain stress. Moi, mon stress permanent, c'était est-ce que nous trouverons véritablement les moyens? C'était toujours mon idée fixe. Et c'était évidemment très préoccupant, on ne savait pas bien, mais enfin, tout ça, ça a bien fonctionné et c'est bien terminé finalement. Par la cérémonie du mois d'août, on a, depuis 3 Saint-Feuillins maintenant, réintégré la cérémonie du vœu. Donc les compagnies viennent officiellement, en civil, mais en armes et avec une coiffure, un petit bonnet de police ou un képi, se présente donc dans la collégiale. Un héros en costume du Moyen-Âge vient lire un texte en vieux français, rappelant donc le serment des arquebusiers et l'engagement de faire la procession tous les 7 ans, et donc rappeler que c'est cette année qu'on doit le refaire. Le bourgmestre garantit également la possibilité d'organiser la procession avec toute la sécurité que ça suppose. Et le doyen, alors, au nom des anciens chanoines, refait la même chose. Donc c'est un vœu en cascade, si vous voulez, qui se répète ainsi. C'est une très très belle cérémonie et on l'a rappelé un peu après. Ça donne quand même un cachet tout à fait particulier et ça, effectivement, redonne aussi une valeur, non seulement spirituelle, mais une valeur fondamentale, foncière, enfin, je crois, à cet aspect des préparatifs de la marche. Il y a alors le 3e dimanche de septembre où on fait la bénédiction des armes. Là, pour la première fois, les compagnies viennent en uniforme et ils remplissent, parce qu'ils sont même près de 500 marcheurs pour les 8 compagnies de Fosse, ils remplissent entièrement l'église. Les pèlerins et les paroissiens sont obligés de se réfugier dans le chœur et dans les petites chapelles latérales, mais l'église est entièrement bourrée de soldats. Et puis, il y a bien sûr le grand dimanche de la Saint-Feuillin. Alors le dimanche matin, là c'est un sentiment que les Fossois adorent, c'est dès le réveil à 5 heures du matin, il y a des clairons qui vont sonner un peu dans tous les coins, les tambours alors des compagnies qui commencent à sortir, qui résonnent dans toutes les rues, puisque il faut, c'est tout un problème du secrétaire d'état-major, j'ai été pendant 3 fois, le placement de toutes les compagnies de telle façon que chacune puisse arriver sur la place du marché et monter la rue du Chapitre, donc devant la collégiale, où se trouve exposée l'église de Saint-Feuillin, pour que chacune à leur tour, sans devoir se superposer, elles arrivent convenablement à leur tour. Donc il faut disposer toutes les compagnies dans toutes les rues du centre. Alors ça fait un sentiment d'une prise de possession armée de la ville, mais c'est un sentiment que les Fossois adorent, parce que vraiment, avec les tambours, évidemment, ça prend au trip encore une fois. Et tout ça, évidemment, pour le cortège qui démarre à 8 heures. On passe officiellement en présentant les armes, bien sûr, devant les 2 reliquaires de Saint-Feuillien qui sont exposés devant le porche. Et puis on part pour le périple, donc de 13 km, dont on a parlé tantôt, vers la chapelle Saint-Roch d'abord, et puis la campagne du Poche, et tout le tour de la Saint-Feuillin. C'est une journée extraordinaire. Et la rentrée, cette fois-ci,
a permis aux 8 compagnies de force de faire une haie d'honneur de 800 mètres de long, vraiment une haie importante, au milieu desquelles est passée alors toute la procession religieuse qui comportait donc tous les reliquaires dont on a parlé tantôt, et donc environ 250 personnes, donc un cortège religieux vraiment important, et qui rentre à la collégiale, après quoi on ferme les portes et les marcheurs commencent alors ce qu'on appelle une particularité aussi de la marche Saint-Feuillin, on commence le feu de file. C'est-à-dire que chaque soldat vient individuellement tirer le dernier coup de feu en l'honneur de Saint-Feuillin, dont la statue surmonte le porche de la collégiale. Alors là, c'est aussi un moment pour les marcheurs, un moment important, parce que d'abord, on a toujours la crainte que le fusil rate, mais enfin, c'est le dernier coup de feu officiel, et il y a d'ailleurs un public bourré là-bas, des deux côtés du porche de la collégiale, qui applaudit quand la détonation est particulièrement forte, ou parfois quand un marcheur qui a trop chargé son fusil doit le lâcher ou bien est projeté lui-même par terre, ou alors parfois on rit ou on hue un peu celui dont le fusil a raté. C'est la confusion totale évidemment pour le malheureux. Il y a aussi beaucoup de compagnies étrangères qui participent à la symphonie. Oui, il y a des compagnies traditionnelles. On sait par exemple depuis le fin du XVIIe siècle, il y avait déjà des compagnies de Floref qui venaient ici en France, celle de Malone, qui a une particularité, c'est qu'elle revendique le droit d'être la dernière compagnie du cortège. Il y a aussi pour achever des compagnies comme Mettet, Saint-Gérard, Franière, Floref, etc., et Châtelet, qui viennent traditionnellement, et puis parfois d'autres comme Walcourt, Toin, etc., qui sont les compagnies extérieures invitées, et d'autres marches d'Entre-Sambre-et-Meuse. Mais pour revenir au folklore de Malone, c'est assez particulier. Il s'est fait, on ne sait pas très bien quand ça remonte, mais ça devait se situer, à mon avis, aux environs de 1856, si je me souviens. Il y avait eu énormément de pluie la veille de la Saint-Feuillin, de sorte que les chemins étaient détrempés. Et à un moment donné, la compagnie de Malone, qui se trouvait juste derrière le prêtre portant le Saint-Sacrement, a estimé que le prêtre allait passer dans une flaque de boue. Alors pour éviter ça, ils ont ôté leurs vestes, ils les ont étendues pour faire un chemin sec sur lequel est passé le prêtre, sans risquer de glisser et de tomber avec l'ostensoir. Et en remerciement de ce geste chevaleresque, on a accordé à la compagnie de Malone le droit de toujours fermer la marche, donc d'être toujours la dernière compagnie. Et c'est un privilège qui revendique encore maintenant, même s'il y a eu une interruption entre la guerre 14, je crois,
et après la guerre 45, il y a eu une interruption de la participation de Malone, mais il revendique toujours, à tel point qu'en 1949, il y avait un Malonnois qui avait été intégré dans la compagnie de Sarre-Saint-Laurent, qui, après le feu de fil du soir de la Saint-Feuillin, est allé trouver le bourgmestre, c'était mon père à l'époque, et le commissaire de police en leur demandant de venir avec lui certifier qu'il était représentant de Malone, tirant le dernier coup de feu de Malone devant la collégiale, juste avant minuit. C'est donc des traditions comme ça qui sont vraiment ancrées dans le fondement des gens. Et encore à l'heure actuelle, Sarre-Saint-Laurent, par exemple, je crois que c'était en 1893, la compagnie avait donc fait son feu de fil. Malone plutôt avait fait le dernier feu de fil à la collégiale, et ils étaient déjà presque à Sarre-Saint-Laurent, donc ils retournaient à pied, il n'y avait pas de bus pour les conduire à l'époque. Et ils ont entendu qu'on tirait encore à Fosse. Ils ont fait demi-tour. Et pourtant, ils étaient venus de Malone à pied déjà à 5 h du matin. Ils avaient fait tout le tour de la Saint-Feuillin et ils étaient déjà à Sarre-Saint-Laurent. Ils ont fait demi-tour. Ils sont revenus à Fosse. Ils ont tiré encore une salve devant la collégiale. Ils ont entendu qu'il soit minuit. Et après ça seulement, ils sont repartis vers Malone. Ça veut dire qu'ils tenaient vraiment à leur privilège. C'est un propre. Et Carlotte, il l'appelle de c'est pas mal pour bien. Il l'appelle de Carlotte. Les matchs est un bon rendu à l'aide. Barbio. Alors, la Saint-Feuillin n'est pas finie, bien sûr, puisque le lundi, les compagnies de Fosse et de quelques-unes comme Sarre-Saint-Laurent, Auvent, Bambois, Névremont et Zemont continuent à venir, reviennent encore dans le centre de Fosse pour des réceptions par l'administration communale, par le notaire, par les médecins, par les banquiers, etc. Enfin, une série de personnalités qui reçoivent les compagnies. Le mardi, les compagnies vont alors individuellement, séparément, chacune rendre visite à leurs officiers. Et ça fait évidemment beaucoup de libations, parce que tu peux même compter 10 à 15 officiers par compagnie où on boit ici du vin blanc, là du vin rouge, de la bière, du coca, du péquet, du whisky ou n'importe quoi. Enfin, c'est une journée qui commence là-bas finalement à dégénérer. Et puis alors il y a le mercredi avec un folklore particulier. Dans le temps, les commerçants, les bouchers, les boulangers, les cafetiers, tous ceux qui n'avaient pas pu participer professionnellement à la Saint-Feuillin, avaient décidé de faire une compagnie et de sortir le mercredi. Et dans leur chanson particulière, il dit d'ailleurs, notre patron Saint-Feuillin, c'est bien que notre marché en Inde, ils ont donné le mordi, notre jour c'est le mercredi. Donc notre jour c'est le mercredi. Et donc, ces gens-là, n'ayant plus la possibilité de louer des costumes qu'il avait fallu que les marcheurs donc avaient dû rentrer chez les louageurs, s'étaient habillés alors d'un pantalon blanc, un sarrau avec une ceinture rouge et un grand chapeau de paille avec aussi le mouchoir rouge des gens de la campagne, vraiment des cultivateurs. Et ils reprennent évidemment les fusils des marcheurs et ils refont tout le tour, exactement tout le même tour que les marcheurs de la Saint-Feuillin. Avec une petite particularité, c'est qu'ils ont en plus une petite musique qui joue cet air-là des Jojo, et que les officiers sont sur des ânes et non pas sur des chevaux. C'est un petit peu
une sorte de petite dérision, enfin si on veut, de ce folklore de la Saint-Feuillin. Mais enfin, ils refont tout le tour avec les bataillons carrés, les haltes, comme ils le font. Ils font donc aussi les décharges. Et ils reviennent faire le feu de file, qui attire évidemment beaucoup de monde aussi, parce que quand ils rentrent, ils ont été attaqués en cours de route par d'autres marcheurs, ou bien ils s'attaquent entre eux, ou ils se blessent entre eux, de sorte que, un peu pour le plaisir, ils se laissent tomber. Peut-être un peu parce qu'ils ont déjà un peu trop bu, qu'ils préfèrent la station allongée. On les met sur un brancard, on les conduit dans le chariot Croix-Rouge, et là on les marchure évidemment autrefois de mercurochrome, maintenant avec des sticks de gras de rouge, donc ils en sortent de marchurer, parfois avec des bandages autour de la tête, un bras en écharpe, des histoires comme ça. Mais alors, surtout, ce qu'ils espèrent, c'est qu'on leur fasse la piqûre, qui n'a pas lieu, qui ne se fait pas dans le bras ni dans la cuisse, mais dans la bouche, parce que la grande seringue contient effectivement un verre de péquet, et c'est ça évidemment qui remet les gens sur pied. C'est le dimanche qui suit la Saint-Feuillin, évidemment. Lorsqu'évidemment on se revoit là-bas, après autant d'activités depuis le début de la saison, je vais dire ainsi, parce qu'on a été quand même mobilisés, et c'est le cas de le dire, pendant toute une période, préalablement, et on a pris des habitudes nouvelles. Et lorsque cette dernière cérémonie se déroule, c'est la remise des médailles, ce sont les remerciements via la presse, via les interviews, via le micro. On rassemble toutes les compagnies et tous les officiers sur un espace bien déterminé, et c'est là que pratiquement tout se termine dans une certaine ambiance. Mais là, il y a quand même, je ne dirais pas une certaine amertume, il y a une certaine nostalgie qui apparaît déjà. On se dit, maintenant, pour 7 ans. Parlons un peu du rôle des femmes. Elles sont exclues de la marche militaire de la Saint-Feuillin, ou elles sont intégrées Oui, il y en a qui sont intégrées, ce sont les cantinières. Celles-là, effectivement, sont des privilégiées, si je puis dire, parce que elles sont les seules femmes, elles étaient autrefois les seules femmes admises dans le cortège. Parce qu'il fallait tout de même servir le péquet traditionnel pour soutenir le moral et les jambes des marcheurs. Et c'est vrai que progressivement, ici à Fos, la place de cantinière était tellement convoitée qu'on a pris le système qui se passe à Gerpine et dans beaucoup d'autres régions, pour les places d'officiers, de porte-drapeau notamment, qui se mettent donc au plus offrant, les places de cantinières ont été mises en adjudication. Et là, alors, ça monte effectivement à des sommes assez faramineuses. En 1949, la cantinière des Grenadiers avait fait presque un scandale en allant jusqu'à 24 000 francs pour la place cantinière. En 1949, ça représentait une somme importante. En 2005, les cantinières des Grenadiers, des Congolais, ma compagnie, ont quand même sont montées, je crois, jusqu'à 6 000 euros. Donc ça représente aussi des sommes relativement importantes. Mais comme les marcheurs sont de plus en plus nombreux, d'une part, il faut dire que la compagnie des Grenadiers s'est toujours maintenue aux environs de 100-120. Donc la place de cantinière des Grenadiers était une place convoitée. Chez les Congolais, nous étions seulement 40-50 après la guerre. Et puis, dans les 2 dernières décennies, la compagnie, par une affinité, parce que c'est aussi une des particularités de ce folklore, c'est que ce sont des groupes entiers de copains ou de parents, des cousins, des beaux-frères, des neveux, des oncles, des tantes, etc. Tout cela, ils s'amènent par groupe. Et de 50-60, nous sommes passés effectivement à 130 pour cette dernière Saint-Feuillin. Alors là, évidemment, il fallait 2 cantinières, une officielle qui doit se choisir une aide, donc une compagne, à qui elle doit d'ailleurs fournir l'uniforme. Et donc, comme on voit quand même beaucoup, elles rentrent assez facilement dans leur mise. Mais alors, il y a également des enfants, parce que bon, les marcheurs qui ont un petit gamin, ils aiment bien de le faire marcher pour le mettre un petit peu dans le bain et lui donner l'amour de la tradition. Alors, il y avait de plus en plus d'enfants qui marchaient aussi. La Saint-Feuillin 1949 et en 1956, il y en avait une quinzaine d'enfants, je crois, mais
pour les 2 dernières Saint-Feuillins, dans ma compagnie, ils étaient une trentaine. Alors, ça devient extrêmement lourd. Il faut déléguer un officier qui se charge de tenir tous ces enfants-là, veiller à ce qu'ils se tiennent à peu près en ordre, qu'ils se tiennent bien, qu'ils ne laissent pas traîner le fusil par terre, etc. Alors, dans beaucoup de compagnies, on a instauré des vivandières, c'est-à-dire des personnes qui ont un panier avec un peu de provisions, des petites boissons, de jus de fruits évidemment pour les enfants, et aussi des tartines, des sandwichs, donc pour les hommes qui pourraient avoir faim ou qui voudraient se sustenter un petit peu pour ne pas uniquement avoir l'estomac rempli de péquets. Alors, ces vivandières, donc, elles sont en nombre limité, mais elles s'occupent essentiellement de groupes d'enfants. Donc, c'est aussi une appropriation des femmes, parce qu'on va tout de même maintenant vers une évolution de la situation de la femme. On n'a pas encore l'égalité. Je crois que dans le folklore, ça n'arrivera pas, mais enfin, je l'espère. Mais on veille quand même à ce qu'il n'y ait pas de femmes soldats. Là, généralement, c'est exclu, c'est refusé par les organisateurs. Comment ce folklore est-il transmis de génération en génération ? Eh bien, je viens déjà d'en dire un mot. C'est vrai que le marcheur qui vient d'être papa, qui a un enfant de 2, 3 ou 4 ou 5 ans, il aime bien évidemment de lui fournir un uniforme, c'est la fierté de la famille, lui fournir un uniforme pour que le gamin marche en tenant son père par la main, pour la rentrée notamment, devant le public. Les petits-enfants sont souvent applaudis de cette façon-là. C'est évidemment une façon d'introduire les jeunes dans le folklore et dans leur compagnie. Moi, je sais que j'ai marché pour la première fois en 1935 parce que mon père marchait dans la compagnie des Congolais. On m'a donc trouvé un uniforme d'enfant dans la compagnie qui était propriétaire d'une quinzaine de costumes. Et donc, j'ai commencé à marcher de cette façon-là. Par après, mon fils, quand il a eu 3 ans et demi, avait déjà un semblant d'uniforme et a fait une partie du tour avec sa maman en poussette, une partie avec moi. La fois suivante, évidemment, il était déjà plus grand, il a fait, avec mes 2 filles aussi d'ailleurs, et je suis heureux, j'ai une photo où on me voit pour la rentrée du cortège, comme j'étais adjudant de compagnie, j'allais effectivement de la tête à la fin de la compagnie, mais le photographe m'a pris exactement au moment où j'étais à côté de mes 3 enfants qui étaient en file. Ça montre bien effectivement que c'est une tradition essentiellement familiale. Je souhaite en tout cas vivement que tous ceux qui vont maintenant se charger des destinées de la marche Saint-Feuillin trouvent très franchement les contacts nécessaires, parce que ça, il n'y a rien à faire. Sans cela, c'est extrêmement difficile d'organiser une manifestation de cette ampleur. Nous avons invité quand même chaque fois beaucoup de compagnies étrangères qui sont venues, qui sont heureuses de venir à la Saint-Feuillin. J'espère que tous ces gens-là pourront encore être assimilés à la marche et participer comme traditionnellement donc leurs ancêtres, leurs prédécesseurs. Et que cette tradition sera respectée. Qu'est-ce qui fait que des traditions, comme ici à Fos et dans toute l'Entre-Sambre-et-Meuse, pour les marches militaires, et d'autres comme les chinelles ici à Fos, qu'est-ce qui fait que ces traditions-là se transmettent? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas dans le sol des rayons telluriques ou une influence quelconque qui fait que, à force de tenir ses pieds sur la terre de nos ancêtres, on reçoit ainsi, par osmose, un sentiment d'une nécessité de transmettre cette tradition aux générations suivantes. On revendique la reconstitution ou c'est plutôt folklorique? Ah, là, c'est un problème peut-être pas délicat, mais enfin qui mérite même une réflexion pour avoir une réponse précise. Il y a en fait, à mon avis, les 2 aspects sont intimement mêlés. Il est bien certain que, avec la déchristianisation actuelle, le folklore avait, au cours des dernières décennies, pris le pas sur l'aspect religieux de la procession. Mais comme je vous dis,
on arrive maintenant à réintégrer, et pas seulement à Fos, mais un peu partout. Gerpine fait la même chose. Dans beaucoup de marches, on réinsiste sur l'aspect processionnel de l'escorte militaire. Donc je crois que les deux aspects sont intimement liés, mais suivant les époques, on a effectivement plus insisté sur l'aspect religieux quand c'était nécessaire, ou sur l'aspect folklorique quand l'aspect religieux passait au second plan. Ça fait un paquet de gens qui se mobilisent et qui se remobilisent, et ça revient toujours. Ça, sont les traditions, je crois, d'ailleurs, depuis le moment où elles ont débuté et maintenant, il s'est écoulé déjà tellement de siècles. Et je crois que ça, pour moi, il n'y a aucune raison ni aucune chance que cette tradition puisse un jour s'amenuiser ou disparaître. C'est pas possible. Je pense qu'il y aura toujours... on sent ça à l'approche de Saint-Feuillin. 1 an et demi, 2 ans avant, on commence déjà à avoir des assemblées générales, etc. Et on sent qu'il y a une nouvelle vie qui redémarre en matière d'organisation. Et c'est là qu'on sent vraiment qu'il y a un culte pour cette tradition et la perpétuer.